pas que je suis une féministe, mais je dirais que je suis attentive à ce qui se passe chez les jeunes filles qui ont eu mon âge. Voilà, les filles de ma culture. J'ai 33 ans et je suis depuis quelques années militante à Ni pute ni soumise. Je travaille dans des quartiers dits sensibles de l'agglomération lyonnaise. J'ai une double culture. J'ai une culture française parce que je suis française, j'ai grandi en France, mais j'ai aussi la culture de mes parents, la culture algérienne. Ça fait 4 ans que je connais l'Algérie, mais depuis j'y vais souvent, j'y vais régulièrement et voilà. Et je considère que c'est aussi mon pays, l'Algérie. Une éducation juste, pas de différence entre mes frères et moi. Pour mes parents, c'était important que j'ai un bagage et que je devienne quelqu'un. Je ne serais pas moi si j'avais pas cette double culture. Mais je fais une différence entre la culture et la religion. Mon père nous disait qu'on se l'approprierait. Si on voulait être musulman, on le serait. Si on ne voulait pas l'être, on ne le serait pas. Quand je suis arrivée à Lyon, il y avait beaucoup moins, je trouve, de femmes qui portaient le niqab ou la burqa. Je trouve que maintenant, c'est devenu... Avant, quand on croisait ces femmes-là, ça heurtait, parce que c'était tellement minoritaire et c'était tellement violent que de les voir, c'était aussi violent pour nous, enfin, en tout cas pour moi, de croiser ces femmes-là. C'était une souffrance. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu totalement commun de croiser ces femmes-là. C'est une image malsaine de la religion. Parce que nulle part dans le Coran, on ne cite que la femme doit être plongée dans le noir ou couverte de la tête aux pieds. Donc c'est ça, le niqab ou la burqa, pour moi, ça n'a aucune racine religieuse. C'est pas l'islam. Il y en a une qui... Elle le portait, mais elle le portait pour des mauvaises raisons. Elle le portait pour... Elle était divorcée, elle subissait des pressions parce qu'une femme seule, elle l'a portée pour cette raison-là en fait. Plus pour être... C'était une barrière de protection. Elle avait conscience que c'était pas que c'était pas une question religieuse, qu'elle le portait pour être en paix. Donc elle l'a pas gardé. Moi je suis une enfant des Maguettes. Je suis allée à l'école. Et moi, j'avais des amis qui étaient des enfants issus de l'immigration, comme on disait. Et la première vague, la première génération, on va dire. Et à cette époque, on ne se posait pas la question. Moi, enfant, je ne me suis jamais posé la question si ces enfants, ils n'avaient pas la même religion que moi. Moi, je mangeais à la cantine. Ils ne mangeaient pas de porc. Mais je ne me suis jamais posé la question s'ils n'aimaient pas le porc ou s'ils ne pouvaient pas en manger pour une religion. À l'époque, moi, je n'ai jamais vu une maman venir chercher mes copains et copines avec un foulard, un voile, etc. Je n'en avais jamais vu jusqu'à il y a une dizaine d'années, quoi. La condition des femmes a vraiment changé sur certains... J'éviterai de dire le mot quartier, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais dans certaines zones qui sont en proie souvent à la ghettoisation. C'est maintenant en fait que les jeunes, ils sont en manque d'identité, de repères identitaires, ils se raccrochent à la religion, mais souvent pas au bon précepte de la religion, à des préceptes qui n'existent pas. Mais je crois vraiment que tout passe par la formation des imams, parce que la religion, elle te dira jamais de pas chanter parce qu'un homme ça chante pas, de pas tomber amoureux parce que c'est pas bien. Questi radicali che sono nelle moschee, ma non le moschee aperte con le ragazze, è un gran problema perché dicono alla gioventù che non sono francesi, ma sono musulmani primo, il contrario della Repubblica in francese. C'est les nouvelles générations qui sont dans le radicalisme, pas les nouvelles, pas les anciennes. Quando vedo delle giovanetti che portano questo velo per mostrare
per provocare e per dire io non sono francese, non ho cura della Repubblica francese, io voglio mostrarvi che io sono musulmana e la mia vista del musulmani. In Francia moltissime delle donne che portano il velo li più non sono delle musulmane da nascita, sono delle donne che si sono convertite. Ho molto lavorato con quelle donne e queste donne convertite sono nello stesso modo di pensiero che le donne che vanno nelle sect, perché hanno bisogno di una risposta globale per tutto il modo di vivere e non cercare di pensiero, di avere lo pensiero proprio. La question du voile intégral, c'est d'une certaine manière la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est pas la question en soi du voile intégral. D'abord, ça heurte complètement notre mode de vie, nos arts de vivre, enfin, tout ce qui a fait la civilisation française et européenne. In Vénissieux, il sindaco ha capito da 4 o 5 anni fa il problema e ha fatto tutta questa legge per proibire che le donne hanno il viso nascosto. J'ai constaté depuis 15 ans que la situation a changé et que dans la rue, on voit de plus en plus de fantômes sur le marché, dans les rues, etc. Des jeunes filles adolescentes à qui, au nom du religieux, on leur interdit le sport piscine au collège. Elles ont dans des quartiers de France, on leur mène une vie d'enfer si elles ont des rapports amoureux avec des non-musulmans, si elles veulent parler de leur sexualité au planning familial. Les filles que moi j'ai connues et qui étaient dans ce cas-là, souvent elles ont fui parce que les frères les menaçaient de mort. Donc c'était la fuite. Et la fuite, la fuite avec rien, c'est-à-dire que tu pars et tu prends rien. T'as pas de vêtements, tu fuis quoi. C'est toi. C'est comme si tu avais fait quelque chose de mal en fait. Donc des filles ta vie elle doit recommencer à zéro parce que le seul crime que tu as commis, c'est de tomber amoureux de quelqu'un qui a une culture différente de la tienne, en fait. En 2002, en janvier 2002, j'apprends dans le journal que nous avons 2 gamins de Vénissieux à Guantanamo, 19 et 20 ans. Ils habitent le même quartier. Et 2 jeunes intégrés, 2 jeunes qui travaillent, 2 jeunes sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils passent par Londres, Al-Qaïda, Afghanistan, Pakistan. Ils se sont fait prendre par l'armée américaine 1 mois après le 11 septembre. Pour moi, ça a été un électrochoc. Pour moi, la question que je me suis posée à l'époque, qui bourre le crâne, qui bourre la tête de nos gamins? En avril 2004, ce qu'on a appelé l'affaire de l'imam Bouziane. Il dit lapidation des femmes, discours contre les valeurs de la République française, discours anti-France et discours raciste anti-blanc. Je n'ai pas pensé à la loi a priori. J'ai d'abord dit il faut faire un diagnostic, il faut faire un état des lieux, il faut comprendre ce qui se passe derrière la question du voile intégral et au-delà de ces femmes, comprendre pourquoi il y a une certaine charia qui s'installe dans l'espace public à la place de la République. Le terreau, de toute façon, du repli communautaire ou de l'intégrisme ou même des extrémismes, c'est toujours la misère. C'est des quartiers qui ont été, les quartiers comme les Maguettes, ont été abandonnés par l'État pendant 30 ans. En fait, en France, je pense que le gros problème a été politique. La droite réactionnaire, avec des relents un peu racistes, etc.,
et une gauche qui a excusé, qui a tout excusé pendant longtemps, mais sans donner une perspective d'avenir à ces jeunes. Et je crois qu'il est temps justement que la gauche prenne ces questions à bras-le-corps et réaffirme la laïcité, la République, etc. Il faut tendre la main à la majorité des musulmans. Mais de quoi on parle? On parle d'un islam spirituel. On ne parle pas d'un islam politique. Dans certains territoires, une minorité instrumentalise le religieux, l'islam, les musulmans, au nom d'objectifs politiques. Donc ça, c'est la responsabilité, je dirais, des responsables politiques, de combattre ça. Mais en même temps, se pose une autre question vis-à-vis des dirigeants du pays, mais là, depuis 30 ans, est-ce qu'on va laisser aujourd'hui ces musulmans dans des lieux de prière, des bas d'immeubles et des caves, dans des lieux indignes de ce nom, en France et en Europe? La question, elle frappe à la porte. Et les responsables politiques de France, de gauche et de droite, ils doivent dire aux Français judéo-chrétiens que je suis, ils doivent dire, demain, il y aura la place pour un islam spirituel. C'est un problème de civilisation. C'est la question de l'Europe, hein. Le populisme, la xénophobie, le racisme, l'abstention. C'est un problème qui est posé à toutes les forces de gauche. Et aujourd'hui, on est, pour l'instant, à mon avis, un peu la tête dans le sable. Toutes les forces progressistes, dans leur diversité, se réveillent pour parler des problèmes qui font que les gens aujourd'hui, à mon avis, c'est la débandade, quoi. Et on s'est toujours battu pour que l'islam soit reconnu comme deuxième religion de France, dans la dignité. Ils ont besoin, effectivement, d'avoir des lieux de culte dignes de ce nom. Donc nous, on a travaillé, et on travaille encore, à avoir une grande mosquée fédératrice sur Vénissieux. Le problème, c'est que l'islam est très divisé et très politique. Donc c'est jamais facile d'avoir tous les partenaires autour de la table pour construire justement... Parce que malgré tout, même si ça heurte de voir des femmes comme ça, elles pouvaient sortir. Et là maintenant, tu te dis qu'avec cette loi, ces femmes-là, si elles ne veulent vraiment pas l'enlever, si vraiment elles ne veulent pas l'enlever, elles sont vraiment emprisonnées dans le sens premier du terme, c'est-à-dire emprisonnées chez elles. Mais en même temps, il n'y aurait jamais dû avoir de loi. Ça aurait jamais dû arriver en France. On ne devrait pas légiférer sur quelque chose comme ça. Le débat ne devrait même pas avoir lieu. Parce que tu es dans un état laïque et que du coup, ça c'est pas... Même si c'est annoncé comme étant une manifestation de la religion, ça n'est pas une manifestation de la religion. En tout cas, pas de l'islam.